Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. Voici les principaux titres de l'actualité internationale de ce vendredi 27 juin. L'entité sioniste intensifie ses attaques en commettant les pires horreurs depuis le début du génocide à Gaza. 74 martyrs signalés durant les dernières 24 heures, au moment où la situation humanitaire sera débattue aujourd'hui au Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie. Nouveau camouflet diplomatique pour le Maroc qui voit s'évaporer ses espoirs dans le secteur énergétique. La Grande-Bretagne annonce se retirer d'un projet de 34 milliards de dollars visant à exploiter les énergies renouvelables au Maroc. Et puis l'Algérie se félicite ce soir de la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, mettant fin à un conflit vieux de 25 ans. Dossier dans ce journal. Enfin, aux États-Unis, une décision qui pourrait changer la face de l'exercice du pouvoir. La Cour suprême acte par une décision la limitation des pouvoirs des juges face à l'exécutif. Trump salue une gigantesque victoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle journée sanglante et un déferlement de violence de la part de l'entité sioniste à Gaza, avec une intensification des frappes et des bombardements sur l'ensemble de l'enclave palestinienne. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste barbare contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est élevé ce soir à 56 331 martyrs et 132 632 blessés, selon les autorités sanitaires palestinienne. Les hôpitaux de Gaza ont reçu par ailleurs les corps de 72 martyrs et 174 blessés au cours des dernières 24 heures. Et ces images insoutenables et particulièrement dures à voir car il s'agit de corps d'enfants et de bébés calcinés dans un massacre commis par l'entité sioniste dans la région de Saftawi au nord de l'enclave palestinienne. L'armée d'occupation a cette fois-ci jeté son dévolu sur l'école Oussama Ben Zaïd qui abrite des déplacés palestiniens faisant 8 martyrs dont 5 enfants. Et durant l'après-midi, au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement sioniste ayant ciblé 2 maisons appartenant aux familles d'Ardouna et Zayn dans la région de Jabali al-Balad au nord de la bande de Gaza. Et c'est aussi sans foi ni loi que l'entité sioniste continue d'exercer sa barbarie en prenant pour cible les Palestiniens qui se regroupent près des centres de distribution d'aide et de nourriture à Rafah. Au moins 8 martyrs ont été signalés aujourd'hui dans une nouvelle attaque des forces sionistes sur des civils tués par balles. Et c'est dans ce même contexte que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré vendredi qu'une opération d'aide soutenue par les États-Unis à Gaza était, je cite, intrinsèquement dangereuse, donnant une évaluation sans détour. Elle tue des gens. Guterres a également déclaré que les efforts humanitaires menés par l'ONU sont étranglés, que les travailleurs humanitaires eux-mêmes meurent de faim à Gaza. Toute opération qui canalise des civils désespérés vers des zones militarisées est intrinsèquement dangereuse. Elle tue des gens. Il est temps d'instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et un accès humanitaire complet, sûr et durable. Le problème de la distribution de l'aide humanitaire doit être résolu. Il est inutile de réinventer la roue avec des plans dangereux.
À noter également qu'à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité se penchera aujourd'hui sur la situation humanitaire à Gaza, dans un point qui sera ajouté à l'ordre du jour prévu pour cette session à huis clos, laquelle comprendra un compte-rendu du coordinateur du Bureau des Affaires des Nations Unies, des Affaires humanitaires des Nations Unies. Et au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs, cette fois-ci dans un raid sioniste ayant ciblé un regroupement de civils dans la région de Bouraïch, dans le centre de la bande de Gaza. Plusieurs autres ont été blessés et signalés lors de cette attaque. Et enfin, le bilan du raid opéré par l'aviation de l'armée sioniste sur un regroupement de civils à Hayetoufah grimpe à 10 martyrs. L'armée sioniste a froidement ciblé des civils près de l'école Sha'ban al-Ris. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Al-Ahli al-Arabi al-Ma'madani. L'escalationniste qui se poursuit au Liban également. Un Libanais est tombé en martyr et 21 autres ont été blessés vendredi dans de nouvelles frappes de l'armée sioniste ayant visé cette fois-ci un appartement à Nabatieh au sud du pays, selon le ministère de la Santé. Auparavant, l'ANI avait rapporté que les avions de guerre de l'armée sioniste avaient ciblé à 2 reprises les forêts se trouvant dans les zones de Al-Tahar ainsi que les hauteurs de Kfar Tebnit et de Nabatieh al-Fouqa au sud du Liban. Notons que ces frappes avaient provoqué de puissantes détonations tendues dans toute la région. Et nous restons au Moyen-Orient où la question de l'avenir du programme nucléaire iranien reste d'actualité. Une autre question se pose, celle de l'état des lieux actuel faisant écho à des affirmations faisant état d'une destruction totale des capacités iraniennes, une destruction jugée exagérée par de nombreux observateurs. Des frappes spectaculaires, mais aussi des frappes théâtrales selon plusieurs observateurs. Après l'effet de surprise de l'attaque américaine sur l'Iran, le bilan des attaques aurait été largement exagéré selon Téhéran, la Russie, mais aussi plusieurs sources américaines. Le président des États-Unis a exagéré les événements de manière inhabituelle et il s'est avéré qu'il avait besoin de cette exagération. Tous ceux qui ont entendu ces mots ont compris qu'il y avait une autre vérité derrière ces mots. Il n'avait pas agi, il n'avait pas atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Une véritable guerre des récits s'est installée, dont le verdict ne penche pas vraiment en faveur du président américain. Donald Trump a déclaré que ces attaques avaient complètement détruit les capacités d'enrichissement iraniennes, tandis qu'une note des services secrets sionistes a avancé que l'usine de Fordo était hors service. Pourtant, des rapports contradictoires émergent. Plusieurs médias américains citant des sources au sein du Pentagone estiment que les frappes n'ont retardé le programme que de quelques mois, loin des décennies martelées par Trump. Par ailleurs, avant l'attaque américaine, des images de satellites ont montré des mouvements de véhicules autour d'une des entrées souterraines de Fordo, alors que rien n'aurait été évacué selon Trump. Mais selon un rapport préliminaire du renseignement américain dévoilé par CNN, les frappes auraient seulement scellé les entrées de certaines installations, mais sans détruire les bâtiments souterrains. Qu'en est-il de l'AIEA ? Elle déclare que pour l'heure, il est trop tôt pour évaluer les dégâts, contrairement aux déclarations empressées de l'axe américano-sioniste. La Russie a elle aussi fait mention d'exagération de la part de la Maison-Blanche, dont le locataire aurait largement exagéré les dégâts infligés aux installations iraniennes, selon Moscou. Allez, place à présent au dossier du 19h. Je vous le disais en titre, le RDC, le Rwanda signe aujourd'hui un accord qui pourrait sonner le glas d'un conflit menaçant de déstabiliser une bonne partie du continent africain. Un espoir de paix semble enfin renaître. C'est un tournant dans un conflit qui menace la stabilité de toute une région en Afrique.
Ce 27 juin 2025, le Rwanda et la République démocratique du Congo signent un accord de paix visant à mettre un terme à l'une des plus dangereuses escalades dans la région des Grands Lacs. L'un des points culminants de cette initiative, une paix pensée, négociée et signée entre les États africains. Plusieurs pays, dont l'Angola et le Kenya, ont facilité le dialogue. L'Algérie, elle, a dès le départ exprimé son plein soutien à l'accord, réaffirmant son attachement à la souveraineté des États et à la résolution pacifique des différends en Afrique. L'accord de paix en question prévoit un cessez-le-feu immédiat, le retrait progressif des groupes armés et la création d'un mécanisme conjoint d'observation à la frontière. Un signal fort d'apaisement dans une région marquée par les abcès sécuritaires. Au-delà de cet accord bilatéral, c'est une lueur de stabilité pour l'Afrique centrale, car la paix entre Kigali et Kinshasa pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique régionale. Une coopération renforcée, davantage tournée vers le développement et l'intégration économique. Des solutions africaines aux problèmes africains, de plus en plus, l'Afrique montre qu'elle peut gérer ses crises en se parlant, en négociant, sans toujours être en attente à des solutions venues de l'extérieur. Cette signature à Luanda en est une parfaite illustration, un processus mené par les pays africains pour les Africains. Un processus de règlement pacifique qui reste à construire et à préserver, certes, mais pour les peuples des deux pays, cet accord représente surtout un espoir, celui de pouvoir vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, l'Algérie se félicite de la signature de cet accord aujourd'hui à Washington, un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. La conclusion de cet accord, je cite, représente une avancée majeure vers la restauration durable de la paix et de la sécurité dans cette région africaine longtemps éprouvée par la violence et les déchirements fratricides. Le communiqué ajoute, je cite, au-delà de la région, cet accord rétablit la diplomatie dans sa vocation première de règlement pacifique des différends, réhabilite la voie à suivre pour que les autres foyers de tension, de crise et de conflits en Afrique puissent connaître à leur tour le même dénouement pacifique négocié. Sans transition, Rwanda, RDC, toujours justement, plusieurs questions subsistent quant à la nature de ce conflit. Comment rejaillira cet accord sur l'avenir des deux pays, mais aussi sur la configuration géopolitique de la région? Des questions qui restent en suspens en attendant la mise en œuvre des modalités de cet accord sur le plan politique, mais également économique. Au moins 7 processus de paix ont été tentés depuis la fin des années 90 dans le cadre du conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. On peut notamment citer les accords de Lusaka en 1999, le dialogue de Cincinnati en 2002, les accords cadres d'Addis Abeba en 2013 ou encore les derniers, les accords de Nairobi en 2022. Autant d'étapes marquantes portées par la diplomatie africaine ou internationale qui n'ont pourtant jamais réussi à imposer une paix durable. Pis encore, les violences semblent se réinventer, nourries par des enjeux locaux, régionaux et des intérêts transnationaux. Cela dit, il semble qu'un nouvel accord voit le jour et il est déjà présenté comme étant historique. Sous l'égide de la diplomatie américaine qui ne cache pas ses ambitions de concurrencer la Chine dans la région des Grands Lacs et d'avoir un accès illimité aux richesses de la région. Bien qu'encore partiellement confidentiel, cet accord aborde plusieurs volets, notamment le respect de l'intégrité territoriale, le désengagement militaire du Rwanda qui maintient encore environ 7000 soldats en RDC, le désarmement des groupes armés et une intégration conditionnelle du M23 dans les forces congolaises. En échange, Kinshasa s'engage à cesser tout soutien au FDLR, un groupe armé Hutu hostile à Kigali. Et en parallèle, un pacte économique doit venir renforcer cette dynamique politique. Il prévoit à terme un partage des revenus miniers, des investissements américains, ainsi qu'un développement des infrastructures régionales. Donc le projet phare en sera la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3 qui doit alimenter en énergie le Rwanda, la RDC et le Burundi.
Malgré cette perspective de normalisation, plusieurs zones d'ombre inquiètent les observateurs. Que deviendront les chefs de guerre accusés de crimes graves? Quelle sera la réaction des autres groupes armés actifs dans l'est de la RDC, souvent instrumentalisés par des intérêts régionaux internationaux? Le rôle de l'Ouganda, qui maintient des troupes en Ituri, reste aussi à clarifier le retour de l'ancien président Joseph Kabila, réapparu publiquement à Goma aux côtés du M23. Au cœur de cet accord, la question du M23 reste l'un des nœuds les plus complexes. Le mouvement a récemment intensifié ses offensives et contrôle encore plusieurs zones stratégiques dans l'Est congolais. Si l'intégration progressive de ces combattants dans l'armée congolaise est envisagée, rien ne garantit, cela dit, qu'elle suffise à désamorcer ses ambitions politiques et militaires. Ce conflit ne peut bien évidemment pas être compris sans intégrer sa dimension géopolitique et surtout les intérêts des grandes puissances autour des ressources minières témoignent d'une lutte pour le contrôle des richesses naturelles qui dépasse largement la seule région des Grands Lacs. Derrière les négociations et les accords, ce sont les rivalités économiques et hégémoniques mondiales qui pèsent lourdement sur l'avenir de la paix en RDC. Actualité africaine toujours chargée par le président Abdelmadjid Tebboune, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères algérien chargé des affaires africaines, Berta Selma Mansouri, a participé aux festivités officielles célébrant le 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Mozambique, a indiqué vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des affaires africaines. À cette occasion, la secrétaire d'État a été reçue par le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, au siège de la présidence de la République et lui a transmis les salutations du président Abdelmadjid Tebboune ainsi que ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité au peuple mozambicain ami. À une journée de la clôture de la foire internationale d'Alger, zoom ce soir sur le partenariat économique entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Invité d'honneur de cette édition avec un constat qui se veut clair, les deux pays passent à la vitesse supérieure. Le partenariat économique entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman connaît un nouvel élan, illustré par une présence omanaise marquante à la 56e foire internationale d'Alger. Cette forte participation reflète une volonté politique commune de dynamiser les échanges commerciaux et de concrétiser des projets ambitieux. Pas moins de 50 entreprises omanaises sont présentes, déterminées à explorer et conquérir les opportunités qu'offre le marché algérien. Notre objectif est d'accéder au marché afin de transférer notre savoir-faire technique en Algérie, mais aussi de conclure plusieurs accords et partenariats commerciaux. Dans le cadre de la vision omanaise 2040, nous aspirons à diversifier nos marchés et l'Algérie représente l'un de nos objectifs prioritaires. J'espère que cette participation à la foire ne sera pas la dernière, mais bien le début d'une présence durable et fructueuse en Algérie. Les hommes d'affaires omanais ont exprimé un vif intérêt pour les opportunités offertes par l'Algérie. La stratégie algérienne de diversification économique combinée à un climat d'investissement favorable attire de plus en plus d'investisseurs en quête de nouveaux marchés. De nombreuses opportunités d'investissement sont disponibles, notamment dans le secteur industriel. Les deux pays offrent un potentiel attractif permettant aux opérateurs économiques et commerçants de saisir des occasions similaires, que ce soit en Algérie ou à Oman. Les facilitations mises en place par les gouvernements des deux côtés sont à saluer, car elles encouragent les entreprises algériennes et omanaises à investir réciproquement. J'espère que ces efforts déboucheront sur des opportunités prometteuses et durables. En tant qu'investisseurs étrangers, nous avons constaté au sein de notre entreprise que les entreprises algériennes disposent d'un fort potentiel pour investir dans le Sultanat d'Oman, grâce aux nombreuses facilitations accordées par le ministère omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement. Ces mesures incitatives sont significatives. Je pense qu'il existe de réelles opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur industriel.
L'Algérie affirme sa place en tant que plateforme stratégique en Afrique. Le renforcement des liens avec Oman ouvre ainsi la voie à des partenariats prometteurs et à une coopération économique appelée à se structurer sur le long terme. Et je vous en parlais en titre, nouveau camouflet diplomatique pour le Maroc. Le Royaume-Uni s'est retiré d'un projet visant à transmettre l'énergie générée par les vents et le soleil d'Afrique du Nord via des câbles sous-marins et se tourne vers d'autres projets considérés comme moins risqués. C'est ce qu'a déclaré jeudi des responsables britanniques du secteur de l'énergie. Le département de la sécurité énergétique du pays a déclaré dans un communiqué qu'il ne soutiendrait plus le projet d'environ 34 milliards de dollars en raison d'un niveau élevé de risque inhérent lié à la fois à la livraison et à la sécurité. Et je vous en parlais également au titre, il s'agit d'un tournant majeur dans l'histoire judiciaire des États-Unis. La Cour suprême américaine a acté la limitation du pouvoir des juges de bloquer à l'échelle nationale les décisions de l'exécutif qu'ils considèrent comme illégales par 6 voix contre 3, celle des 6 conservateurs contre les 3 progressistes. La plus haute juridiction des États-Unis considère que les questions de sécurité nationale ne pourraient justement, les décisions de portée nationale émises par des juges fédéraux excèdent probablement les pouvoirs conférés par le Congrès aux tribunaux fédéraux. Donald Trump a salué quant à lui sur son réseau Truth Social, ce qu'il a qualifié d'une gigantesque victoire. Retour en Algérie où les premiers jours de l'été riment avec musique à l'occasion du coup d'envoi donné hier de la 25e édition du Festival européen de la musique au Théâtre national Mahieddine Bechtarzi à Alger, avec Odyssea, une cantante époustouflante dans le genre opéra-pop animée par le compositeur et maestro belge Henri Serroca à la direction de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et son compatriote, le contre-ténor Dominique Corbiot au chant. Le public venu nombreux a été embarqué par le duo belge pour la première fois en Algérie. Reportage signé Fella El Laili. Théâtre plein, des artistes venus d'ailleurs et une scène partagée entre l'Europe et l'Algérie. La 25e édition du Festival européen de la musique s'est ouverte en beauté jeudi soir au Théâtre national Mahieddine Bechtarzi. Dès la première soirée, la promesse du dialogue culturel s'est concrétisée à travers une collaboration musicale inédite. 2 artistes belges sur scène, accompagnés par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. L'orchestre est formidable puisqu'on a répété 2 jours et on est devenus des vieux potes, des vieux copains. Parce qu'ils ont compris l'ambiance qu'il fallait mener. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de répétitions, mais je trouve qu'ils ont fait un résultat formidable. Je suis très très heureux de partager la scène avec les deux musiciens belges, le compositeur et le chanteur. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux et de travailler avec l'orchestre qui a été à la hauteur aussi, la chorale, donc sous la direction de M. Zoher Mazari. Loin des frontières, la musique devient un terrain d'échange et de création collective. D'abord un grand bonheur de partager de la musique et d'être entouré de musiciens qui avaient tant de passion pour faire de la musique ensemble. Donc ça c'est une première chose, donc pour ce qui est de la collaboration avec l'orchestre et le chœur. Et puis le public aussi qui a été extrêmement chaleureux. Et j'imagine que peut-être ici c'est pas un répertoire habituel et de voir que malgré tout le public était présent et a vibré et a démontré son émotion, c'était vraiment pour nous une belle réussite.
On a fait un programme d'une 20aine de minutes, un petit voyage à travers la musique du monde, la musique un peu moderne, du classique. On a fait du Brahms, on chantait en allemand, en italien, en français, en anglais et en tamazirt. Dans la salle, les spectateurs ont salué la performance entre surprise et admiration. Une soirée extraordinaire, l'organisation impeccable et surtout j'ai été impressionné par le contenu de l'opéra. Donc c'est l'histoire gréco-latine et nous avons en commun ça, étant des Méditerranéens. Franchement, on a été transportés, c'était un rêve, c'était magnifique. J'invite les jeunes à venir à voir ce magnifique art, l'art de la musique. Aujourd'hui, mes oreilles ont enchanté d'entendre ces belles mélodies. Jusqu'au 1er juillet 2025, le festival propose une série de concerts avec 11 groupes venus de 10 pays européens au TNA d'Alger. Voilà, c'est sur ces belles notes que nous refermons cette page d'information. La suite avec l'échiquier international présenté par Leïla Guertal.